Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Alex Darmon. Bonjour, journaliste politique. On vous retrouve sur YouTube. Votre chaîne de débat politique s'intitule Les Indécis. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Bonjour. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement Éthique. Vous avez publié une charte éthique. Bah, dites-moi. Parce que les grands perdants aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs. C'est nous qui sommes au cœur des enjeux. Il y en a qui veulent nous guillotiner et les autres nous couper les pattes financièrement. Non, d'accord. Et quant à, je parle de soi-disant extrêmes, il y a des extrêmes, bon. Et donc, il y a quelque chose qui est très important. Il faut que tout le monde entende, tous les entrepreneurs dans l'âme qui nous écoutent, les commerçants, etc. On a lancé une charte qui est signée par beaucoup de fédérations professionnelles, etc. À tous les candidats qui se présentent, en leur disant appel à sauvegarder, à préserver et à encourager les entreprises dans votre circonscription. Les entreprises, c'est elles qui permettent de financer notre politique sociale. Ce sont elles qui vont rembourser la dette. Ce sont elles. Pour l'instant, pendant les 3 mois qui viennent, déjà, les carnets de commandes sont en train de tomber. On est en grand danger. Donc, je fais appel à tous les candidats, d'où qu'ils soient, parce qu'il y a des candidats de quelque parti que ce soit qui peuvent être favorables aux entreprises. On leur demande dans cette charte, il y a quelques points que je ne vais pas vous lire là, de signer cette charte vis-à-vis de leurs électeurs. C'est votre appel aux futurs députés. C'est appel à tous les futurs députés, où qu'ils soient, préserver l'entreprise en France. Voilà, bon, c'est votre coup de rien. De rien, votre appel. J'ai un autre coup de cœur. Oui, vous avez un autre coup de cœur. Alors, on va parler évidemment de la gauche qui s'est entendue sur un nouveau front populaire. Glucksmann et Hollande qui sont favorables à cette union de la gauche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de cette union et de ce soutien. Le vaudeville qui continue chez les Républicains. Bref, beaucoup de sujets. Et puis la course à Matignon qui a commencé. Cette course absolument indécente, me semble-t-il. Je ne sais pas comment les Français peuvent réagir à cela. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alex, foot oblige. Non, mais c'est le début de l'Euro ce soir. Ouais. Je sais que tout le monde s'en fout, mais même moi d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. Même moi, je m'en fiche avec ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. De ce soir, c'est le début de l'Euro 2024 en Allemagne. Vous avez donc l'Allemagne, la Mannschaft, qui va jouer le premier match devant l'Écosse, et l'équipe de France, je crois, entre en compétition contre l'Autriche. Voilà, c'est lundi, c'est ça. C'est lundi, je crois. Lundi ou mardi. Et donc, c'est c'est assez incroyable quand même. Ouais. Personne ne parle de ça, de ce match, de cette compétition. On en attend beaucoup. C'est quand même le seul trophée qui manque à l'équipe de France sous l'ère Deschamps, j'entends. Et donc, on a beaucoup d'espoir pour l'équipe de France cette saison, pour cette compétition-là en tout cas. Hier, les joueurs de l'équipe de France, d'ailleurs, par parenthèse, ont quand même dit qu'ils allaient peut-être se mobiliser à titre individuel pour appeler au vote. Et je trouve ça vraiment bien d'appeler. Ça a commencé d'ailleurs parce que Dembélé l'a fait, mais après ils disent qu'ils vont avoir des initiatives les uns les autres un peu personnelles. C'est vous dire quand même le niveau. C'est apolitique quand même pour voter. Ils appellent au vote. Ils appellent au vote. Et c'est quand même dire que. Allez voter. Oui, mais avec un parti pris. Hier Dembélé n'avait pas de parti pris. Il a dit je veux juste dire aux Français qu'il faut qu'ils aillent voter. Voilà. Pour le coup, franchement, il a eu aucun parti pris. Mais on sait ce qu'il pense ou pas? Je sais. Moi, je le connais pas personnellement, donc je sais pas si on sait pas ce qu'il pense, ça va. Un appel à la mobilisation. Il n'a pas le droit de penser. Dembélé. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont c'est parce qu'ils ont une telle influence sur les jeunes, ils sont tellement idolâtrés. Vous aussi. Et vous vous exprimez quand même. Non, mais moi je m'exprime pour les entreprises, point final. Et puis je suis personne de même, moi. Ils ont le droit de participer au débat public. Je ne vois pas ce qui interdirait à un footballeur d'avoir des opinions politiques et d'en faire état. Alors moi je suis pas d'accord. Voilà. C'est la nouvelle déclaration des droits de l'homme, donc vous limitez la liberté d'expression en fonction. Non mais ça commence. Vous pouvez écouter 2 secondes. Je dis que si vous me laissez la parole. L'aura et le fait que ce soit des idoles des jeunes, etc., fait que je trouve assez dangereux de se servir quand on est acteur ou footballeur de sa popularité pour influer. Ça a toujours non mais là c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a appelé à aller voter. Je suis d'accord. Et il y aura certainement d'autres appels au vote peut-être plus orientés. Ça vous regretterez peut-être. En tout cas, il faut soutenir l'équipe de France. Oui, je regretterai certainement. Voilà, et tu as raison, il faut soutenir l'équipe de France et la République. Et lundi soir, ça commence. Voilà, contre l'Autriche. Écoutez, ce matin dans le zapping, Gilles nous a passé l'appel justement d'Dembélé qui n'était pas particulièrement neutre. L'extrême droite est aux portes du pouvoir en France. L'extrême droite est traditionnellement raciste. Est-ce que tu as envie de te positionner par rapport à cela ?
C'est pas que je veux pas me positionner, mais je pense que la situation en France, la sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été lancée et qu'il faut, je pense, se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Comme j'ai vu, je regardais le journal de 13h il n'y a pas longtemps, qu'un Français sur deux ne vote pas, et je pense qu'il faut se mobiliser à aller tous voter. Les législatives vont arriver. La FFF va mettre en place quelque chose pour qu'on aille voter par procuration. Et voilà, je pense qu'il faut se mobiliser à aller. C'était pas neutre. Non, si, c'était neutre. C'est la question. C'est la question qui était orientée. C'est la question. Et la réponse est il faut aller voter. Et nous, on va aller voter. Voilà. Allez, on se retrouve dans un petit instant et on continue de débattre avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous et avec Alex Darmon, journaliste politique, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon. Ne soufflez pas comme ça. Parce que la vie est dure. Oui, la vie est dure. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Que faut-il penser de cette entente sur un nouveau front populaire avec Raphaël Glucksmann et François Hollande qui soutiennent ce front populaire? Les deux seules voix à gauche pour s'y être opposées sont celles de Bernard Cazeneuve et de Manuel Valls. Glucksmann et Hollande donc favorables à cette union de la gauche. Le vaudeville chez les Républicains. 70 candidats LR seront investis par le RN. Et puis la course à Matignon. Tous ces sujets avec vous. Évidemment, on continue avec votre tour de table. Et Nicolas Corato, c'est un coup de cœur. Oui, j'avais envie de remercier Monsieur le Président de la République sous la forme de merci pour ce moment. Merci pour ce moment de clarification qu'il a appelé de ses vœux. Et je pense que le stratège qu'il est s'attendait certainement à la situation dans laquelle est plongé le pays aujourd'hui. C'est-à-dire finalement que le seul camp qui soit organisé, qui ait pris ses responsabilités, qui se soit réuni, qui ait dépassé ses divisions, qui ne lutte pas de manière fratricide les uns contre les autres, c'est la gauche. À quel prix? Non mais attendez, on discutera ensuite du fond. Oui. Mais au-delà de l'ironie de mon remerciement et de mon coup de cœur, il faut noter quand même l'impréparation totale et la défaite stratégique et tactique du président de la République. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, regardez la situation politique aujourd'hui. Les Français n'ont pas voté. L'extrême droite est divisée. La droite est éparpillée. Le centre droit ne sait plus où il a la tête. Monsieur le Président de la République, qui nous promettait une clarification, ne sait pas quoi faire de sa dissolution, ni de son projet pour l'avenir. Les masques sont tombés, mais lui, il a toujours le sien. Finalement, je remarque, mais c'est juste objectif, que le seul pan de l'échiquier politique, c'est tellement objectif où des gens, vous êtes obligé de le dire, où des citoyens sont arrivés à dépasser leurs propres opinions, dépasser leurs divisions, pour s'unir. Ça c'est une opinion, Valérie. Pour s'unir. Ah, ça, c'est la gauche. Une opinion, ça. Non, écoutez, est-ce que vous êtes en désaccord avec ce diagnostic? Oui, totalement. Oui, totalement. Mais à quel prix? Je pose le diagnostic. Je pose le diagnostic. Mais encore une fois, à quel prix? C'est-à-dire à quel prix? C'est-à-dire que je crois que c'est votre coup de gueule d'ailleurs. Cette alliance, elle se fait à quel prix? De renoncement d'un Raphaël Glucksmann qui a été traité de sale juif, qui a été exclu d'une manifestation, LFI. Mais par qui il a été traité de sale juif? À Saint-Étienne. Attendez, dans quelle manifestation vous entendez les sales juifs? Oui, à Saint-Étienne. Mais par qui il a été traité de sale juif? Par des militants LFI. Par des militants LFI. Et vous avez leur nom? Vous savez s'ils étaient militants LFI? Ce sont des responsables du parti. Non, c'était des gens du Rassemblement National qui étaient là, bien sûr. Soyez objectifs. Ce matin, Manuel Bompard était encore incapable de dire que le Hamas était un mouvement terroriste. Je veux dire, mais vous avez lu l'accord? Mais je m'en fous de l'accord. Non, mais voilà, mais c'est bien le problème, c'est que vous ne lisez pas. C'est que vous en restez à vos opinions. Regardez les choses objectivement. Lisez l'accord. Vous verrez la reconnaissance du Hamas comme mouvement terroriste. Vous n'êtes pas dans vos opinions. Je vous demande de lire l'accord. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous avez lu cet accord? Non, vous ne l'avez pas lu. Non, mais attendez, juste je vous réponds.
J'entends ce que vous dites. Ils ont dépassé leur clivage, que vous voulez. Et c'est responsable et digne. Ok. Oui. Depuis hier, on lit c'est historique. Oui. C'est historique depuis 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, la NUPES, c'était exactement ça. Que François Hollande rejoigne la NUPES. 2 secondes. C'était historique il y a 2 ans et on a vu ce que ça a donné. Hein. L'expérience. En politique, l'expérience est importante. Il y a une expérience depuis 2 ans. Ça n'a pas fonctionné. Et vous dites qu'ils ont dépassé leur clivage. Mais à quel prix? Et avec qui? Avec qui dans cette alliance? Le NPA? Le NPA, laissez-moi finir. Le NPA qui fait un communiqué le 8 octobre en disant que la résistance palestinienne a le droit par tous les moyens de se défendre. Et avec qui? Adrien Quatennens qui va être investi, où on nous dit ce matin que le PS ne va pas mettre son logo sur l'affiche d'Adrien Quatennens, mais par contre il rentrera dans l'accord. Et avec qui d'autre? Avec David Guiraud qui tient des propos mais scandaleux, antisémites, avec Monsieur Bayou. Et avec qui d'autre? On peut faire la liste comme ça, avec la France insoumise. Et je suis désolé, je vous prends l'exemple d'Adrien Quatennens, parce que demain on a beau nous répéter que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, mais Adrien Quatennens, c'est un choix personnel de Jean-Luc Mélenchon. Ça veut dire qu'il a réussi à l'imposer. Ça veut dire qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait. Et demain, vous verrez, cette coalition, ce Front populaire comme il l'appelle, nommera demain Jean-Luc Mélenchon, et vous aurez tout perdu à gauche. Je pense que vous vous trompez, mais vous avez peut-être raison, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre de ce pays, quels que soient les résultats électoraux, favorables ou bien sûr défavorables. Je suis d'accord avec vous sur Monsieur Quatennens qui pose un problème fondamental qui est en cours de négociation encore. Donc vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui la chose est réglée. Non mais regardons les faits. Regardons les faits. Mais au-delà de ça, moi ce que je note, et je note de manière objective, c'est que c'est le seul camp politique qui a réussi à être à la hauteur de la gravité du moment. Alors, votre coup de gueule concerne cet accord. C'est l'effet miroir de ce qui vient d'être dit de manière objective, n'est-ce pas? Ça vous étonnera pas. Il a répété 50 fois qu'il était objectif, ce qui prouve qu'il a besoin de le prouver pour être objectif. Non, tout ça est lamentable. C'est une affaire, la NUPES 2, parce que je refuse de l'appeler Front Populaire. Pour moi, c'est la NUPES 2. Point. Le Front Populaire, c'était autre chose. Même si les députés du Front Populaire ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, mais c'est une autre histoire. On sait comment ça se termine, la gauche unie. Ça se termine toujours très mal. Voilà. Mais en réalité, il y a plusieurs éléments dans cette affaire d'accord à la gauche. D'abord, c'est un parjure. Un parjure, pourquoi? Parce que pendant 3 mois, M. Glucksmann et le Parti Socialiste et l'appendice qui s'appelle Place Publique, je sais même pas ce que c'est Place Publique, mais enfin bon, les dirigeants du Parti Socialiste nous ont dit la NUPES, c'est terminé, on n'en veut plus, il n'y aura pas d'accord, et surtout pas avec M. Mélenchon. C'est terminé. Le soir même, Monsieur Olivier Faure se précipite au téléphone pour dire il faut absolument qu'on s'entende. Il appelle Monsieur Mélenchon. Pour avoir un accord. Et voilà cet accord. Parjure. Deuxièmement, trahison des électeurs sociodémocrates, auxquels on a dit pendant 3 mois qu'il n'y aurait pas d'accord. Eh bien aujourd'hui, quand vous êtes un électeur social-démocrate dans une circonscription où on vous impose, ou gauche, centre-gauche, où on vous impose par cet accord un candidat LFI, que vous n'en voulez pas, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Sur le fond, l'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Les socialistes, sur le fond, sur l'accord. Trahison, et sur le fond, que nous allons avoir aujourd'hui. Je vais vous lire une partie de l'accord. Je vais vous lire une partie de l'accord. Une autre haine cible particulièrement les musulmans ou les personnes assimilées à cette religion. Elle découle notamment, de l'omniprésence des discours islamophobes dans certains médias, de la presse écrite et de l'audiovisuel. Nous proposerons un plan interministériel pour comprendre et prévenir et lutter contre l'islamophobie en France et contre ses effets sur ceux qui la subissent. Donc cette notion de lutte dévoile la lutte contre le racisme et criminalise la libre critique de l'islam. C'est ce que dit la LICRA en France. La critique de religion est libre, n'en déplaise à cette gauche qui trahit la laïcité. Je termine mais répondez là-dessus. Mais je vais répondre parce que vous ne lisez qu'une partie, Valérie. Il y a toute une partie sur la lutte contre l'antisémitisme. Non, je suis pas insensé. Cet accord ne vous plaît pas. On sait que c'est le point qui présentez-le objectivement. Qui a posé des problèmes. Bien sûr que ça a posé problème. Mais on ne cache pas les problèmes. Mais au moins, comme le dit le président de la République, on va au-dessus de nos divergences. On les traite. C'est scandaleux de dire ça. Dans cet accord, il y a la reconnaissance de l'activité terroriste du Hamas. Il y a la reconnaissance du soutien à l'Ukraine. Il y a un projet de lutte contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, attendez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je termine parce que c'était moi qui avais la parole sur le coup de gueule. Est-ce que vous préférez voir venir au pouvoir des gens dont on sait qu'ils sont antisémites et anti-républicains? Soumission à LFI, puisque
puisque LFI a la majorité des sièges, que LFI, compte tenu de ses sortants, restera majoritaire dans cette alliance qui n'a ni queue ni tête. En réalité, on trompe une partie de l'électorat de gauche, on trompe le centre-gauche, on trompe les sociodémocrates. C'est les électeurs de gauche faire leur choix c'est absolument lamentable. Ils sont dans la merde, les électeurs de gauche. C'est vous qui le dites. Mais parce que vous ne votez pas à gauche. Mais j'ai des amis qui votent à gauche. Ah bon, vous avez des amis. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, j'ai des amis arabes. Incroyable. Non, mais qu'est-ce que vous en savez que je ne vote pas à gauche? Je peux très bien avoir voté Glucksmann aux dernières élections et être extrêmement déçu de sa prise de position. Et j'en viens sur le fond de l'affaire, sur le fond en matière économique. Cet accord est pire que les 110 propositions de M. Mitterrand en 1981. Il va ruiner, totalement ruiner la France, c'est assez clair. Et vous verrez que dans 3 mois, si par malheur les Français accordent leur confiance à cet attelage qui n'a ni queue ni tête, vous verrez que dans 3 mois, vous viendrez à Canossa pour dire nous avions tort avec ce programme économique, ça n'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça. Mais voilà. Aucun des programmes économiques de toute façon ne peut fonctionner. Le programme économique de la majorité est parfaitement cohérent. Alors je voudrais, pour nos chers auditeurs qui sont comme moi et qui n'en peuvent plus, vous dire que j'ai un coup de cœur formidable. Allez-y. Il y a une étude qui a été publiée le 10 juin par la Nature, Ecology and Evolution, qui est qui dit que les éléphants d'Afrique s'appellent entre eux par des noms attribués à chacun. Oui. En effet, les auteurs scientifiques ont pu décoder leur barrissement, ils se sont donné des prénoms. Et cette découverte, ça ouvre un abîme anthropologique, parce que toutes les civilisations ont fondé notre rapport aux animaux sur le postulat que seuls les humains étaient dotés de conscience et de capacité de communiquer. Et là, on a vu qu'après les baleines, les orques et maintenant les éléphants, il apparaît que non seulement les animaux sont des êtres sensibles, mais qu'en plus ils sont dotés d'une conscience supérieure qui leur permet un langage élaboré. Et les aliens ne viennent pas de l'espace, ils sont parmi nous. Et j'ai trouvé ça merveilleux, que les éléphants s'appellent par leur prénom. C'était mon coup de cœur. Oui, tout à fait. Mais on n'a plus d'éléphants. Voilà, mais on a Babar. On a Babar. Absolument. Donc c'est joli comme vous trouvez pas? Oui, non, mais c'est intéressant. Mais bon, on était un peu. Oui, mais justement, il fallait calmer un peu l'atmosphère. On était parti dans un autre. Oui, mais on en a pour une heure là. Caroline Fourest, elle dit si on nous avait dit qu'un jour il faudrait enfermer un parti de gauche pendant des heures pour l'obliger à admettre que l'antisémitisme politique explose et que massacrer et violer des juifs c'est mal et que le Hamas est un groupe terroriste et après 3 patères et c'est oublié. Oui, voilà. De fait, elle reconnaît que la France insoumise a clarifié sa position. Mais absolument donc, pas. Pardon, mais moi je note cette clarification. Je l'espérais, je l'attendais comme bien des démocrates de gauche. Aujourd'hui, cette clarification, elle est faite. Mais non, c'est du je suis d'accord, il faut être très vigilant. Et ils ont gagné, bravo. Vous avez signé, c'est terminé, la vigilance est faite. Et elle ajoute, si le programme du Front Populaire retient le mot islamophobie qui confond la critique du religieux avec du racisme et non anti-musulman qui vise clairement ce racisme, c'est une trahison de la laïcité, de Charlie, de Charles. Caroline Fourest n'est pas la dépositrice de la laïcité en France. Non, mais elle a une certaine crédibilité et une certaine... Elle a la crédibilité qu'elle se donne à elle-même, mais elle ne représente personne. Non. À part le courant du printemps républicain. Vous la défendiez il y a 6 mois. Qui, Caroline Fourest, jamais de la vie. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. C'est tout et n'importe quoi. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, avant qu'on réattaque la politique, un petit mot quand même. Je voulais vous raconter l'histoire d'une de mes amies qui est restauratrice et qui a mis sur Twitter ou Instagram: nous sommes très heureux d'accueillir nos clients pendant les Jeux Olympiques. Eh bien, ils ont reçu une plainte du COJO pour appropriation, puisque Jeux Olympiques, elle n'a pas mis le logo. Jeux Olympiques est une marque déposée. Donc, il y a un procès et on lui réclame... Oui, il y a un procès, on lui réclame 30 000 €. Non. C'est le droit des marques. Jeux Olympiques. Oui, non, mais c'est une forme d'appropriation de l'espace public. L'État a le droit de parler de Jeux Olympiques? L'État, on va taxer l'État? Non, mais il y a une charte du COJO qui effectivement est draconienne. Oui.
Ouais. Enfin, dire on peut pas prendre, on accueille pendant les Jeux Olympiques, c'est monstrueux, ça, ça mérite. Surtout que sur la cérémonie d'ouverture qui doit normalement avoir lieu sur la scène, je sais pas, qui doit avoir lieu sur la scène. Non. Bah, vous savez, en tout cas, je sais pas, peut-être que je suis pas au courant d'informations. Attendons. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, elle doit avoir lieu sur la scène. Ils ont demandé aux restaurants, aux magasins. Sur l'île Saint-Louis notamment, de fermer. Alors, mais je rêve. Sur toute une journée, ils doivent fermer. Ouais. Et je vais vous dire, les boîtes vont pas bien déjà à cause de cette situation. Jeux Olympiques plus politique, ça a l'air de tout le monde s'en fiche que pendant 3 mois les carnets de commandes s'annulent. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le MEDEF avait beaucoup poussé pour l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, avait été moteur, et qu'aujourd'hui ils sont très inquiets. Enfin, non mais si le MEDEF se trompait pas tout le temps, ça se saurait. Ah ben oui, mais je vous renvoie à votre Sophie n'est pas président du MEDEF. Mais c'est intéressant de voir leur inquiétude et notamment ce que vont traduire les Jeux Olympiques en termes d'activité et de baisse d'activité économique en Île-de-France. C'est un sujet dont on ne parle pas. Il faut quand même être optimiste sur les Jeux Olympiques. Le MEDEF a pensé qu'on était dans un pays normal. S'ils sont inaugurés par Jordan Bordella, effectivement, il y a de quoi. Le MEDEF a oublié, si vous permettez, le MEDEF a oublié qu'il y avait Anne Hidalgo. Le MEDEF avait oublié, quand il a soutenu les Jeux Olympiques, à leur décharge, qu'il y avait Anne Hidalgo, qui donc ça a complètement contribué à faire foirer pas mal de choses. Et ils ont oublié qu'en France on dépense et on ne sait pas gagner. Ils ont oublié qu'on était un pays quand même très atypique. Donc je comprends qu'ils soient trompés. Attendez, moi je discute avec les commerçants de mon quartier qui est dans le 17e arrêtissement. Ils sont ravis des Jeux Olympiques. Oui, dans le 17e peut-être. Mais oui, ils pensent qu'ils vont faire énormément de couverts, etc. Les restaurateurs, etc. Donc arrêtez ce pessimisme ambiant, systématique. Le 7e est un blocus. C'est insupportable ce pessimisme tout le temps. Allez, on a la plus belle organisation sportive du monde et on est encore en train de pleurer. Je veux vous entendre, je veux vous écouter. Alors on a cœur à rire, Jérôme, en ce moment. Alors justement, les Jeux Olympiques, ça va faire le lien avec la petite phrase d'Emmanuel Macron hier, qui estime que les Français vont intégrer les Jeux Olympiques dans leur choix de vote. Pourquoi voudriez-vous que les Français le gâchent? C'était hier au G7 en Italie, et donc il a dit, Emmanuel Macron, qu'il était persuadé que les Jeux Olympiques donc allaient avoir une importance. Ils n'ont pas envie de voir les Jeux Olympiques qui se présentent mal, et donc ils vont voter en fonction de ça. Je pense que le président s'est trompé parce que les Français mettent leur vie avant les Jeux Olympiques. Or là, il s'agit, dans la conjoncture que nous vivons, de leur vie. Il s'agit du pouvoir d'achat, de leur retraite, des gens qui vont casser leur commerce ou pas. Et donc, je crois que dire « mais non, mais il y a les Jeux Olympiques qui vont passer par-dessus tout ça » est une véritable erreur. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il a le droit de le penser et il a le droit d'être optimiste, mais je pense qu'il ne devrait pas le dire. Parce qu'à la limite, c'est un peu humiliant pour les Français. Non, et puis surtout, le premier à avoir gâché les Jeux Olympiques, c'est lui, excusez-moi, avec cette décision dimanche soir. On est d'accord. Qui souhaite dissoudre l'Assemblée nationale, pourquoi pas? Enfin, même pourquoi pas, moi, je pense que de toute façon, c'était inévitable à un moment donné. À un moment donné. Ça faisait 2 ans qu'on en parlait. Voilà. Et puis de toute façon, il aurait pris une motion de censure à la rentrée, c'est sûr et certain sur le budget. Je veux dire, voilà, ça devait arriver. Maintenant, est-ce que c'était le bon moment? Objectivement et honnêtement, je ne crois pas. Je pense que être responsable, c'est de prendre des décisions, mais c'est aussi de savoir gérer un calendrier. Il a pas su le faire dimanche. Il aurait pu attendre la rentrée. Il aurait pu avoir un contrat moral avec les Français en disant, je vous ai entendu, on verra à la rentrée, je signerai le décret, l'application de l'article 12 à la fin du mois d'août pour permettre à tout le monde de s'organiser et passer ce moment et respirer tous ensemble, vu l'année qu'on vient de passer tous ensemble. Il ne l'a pas fait. Donc le premier aujourd'hui à gâcher les Jeux Olympiques et à ne pas prendre en compte les Jeux Olympiques, qui est un événement qu'on attend depuis 15-20 ans. Non, en depuis France. Un siècle. Depuis un siècle, oui, mais je veux dire, l'organisation nous a été attribuée il y a 15-20 ans, donc on sait depuis 15-20 ans qu'on va l'avoir. C'est quand même dommageable et c'est de sa faute. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration? Mais qu'on peut pas être déraisonnable et ensuite convoquer et invoquer la raison populaire. Non, les Français, ils voteront comme ils le souhaitent et dans le climat qui sera celui qu'ils auront créé. C'est la première chose sensée que vous dites depuis ce matin. Mais ça m'arrive, vous savez, Sophie, et peut-être plus souvent que vous l'imaginez. Et sur ce sujet, quand même une chose, c'est que non seulement, je suis assez d'accord avec, vous voyez, on va y arriver avec ce que vous venez de dire, Alexandre, il y a un autre sujet, ce qui est inquiétant pour les Jeux Olympiques, c'est le climat social. Bien sûr. Parce que vous ne pouvez pas organiser une manifestation. Non, il dit 2 choses, il dit... Votez bien pour pas gâcher la fête. Ouais. Là, ce serait trop bête. Ça fait un siècle qu'on l'attend. Franchement, les Jeux Olympiques, intégrez-le dans votre vote. Déconnez pas. Voilà, on va passer un bon moment. Cassez pas le jouet. Mais bon, je pense que les Français sont passés un peu au-dessus. Et puis, effectivement, il y a quand même une forme d'inquiétude sur l'état de la rue à la fin juillet dans notre pays. Je vous rappelle que l'année dernière,
il y avait des émeutes en plein juillet. Donc là aussi, il y a une forme, pardon, mais on peut convoquer la raison populaire, on peut se l'appliquer à soi-même lorsqu'on est un dirigeant politique et qu'on prend des décisions et qu'on décide d'un calendrier. Oui, sauf qu'il est aujourd'hui inaudible, Emmanuel Macron. Enfin, c'est un peu le problème. Juste, oui. Oui, non, juste une remarque pour dire que mercredi, le président de la République a donné une conférence de presse. Il a dit clairement qu'il ne s'occuperait pas des législatives. Je lui demande de respecter ce qu'il a dit, de ne pas s'occuper des législatives. Il a prévu d'intervenir 3 fois par semaine. Non, mais ça, c'était démenti. Ça a été démenti. Ça a été démenti. Hier, il réagissait au G7 et forcément, c'est une affaire de députés de 577 candidats dans chaque circonscription qui se confrontent au suffrage universel. Je crois qu'il faut laisser les députés ou les candidats à la députation faire leur campagne tranquillement dans les circonscriptions. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio et ce communiqué de presse Arc républicain Hauts-de-Seine, le président de la Fédération LR des Hauts-de-Seine, Philippe Juvin, avec le premier deal avec la majorité présidentielle. Donc, ça sera le cas aussi à Paris. Oui, à tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous pour commenter l'actualité et donc je vous lisais ce communiqué, donc l'Arc républicain des Hauts-de-Seine où on voit que le président de la Fédération LR des Hauts-de-Seine et député sortant acte le premier deal avec la majorité présidentielle. On retrouve une liste sur laquelle figure Gabriel Attal, Maud Bréjon, enfin plein de différentes... Ce sera le cas à Paris aussi, puisque les négociations sont en cours et il y aura aussi un arc républicain à Paris. Voilà, donc un certain nombre de gens considèrent que chez LR que maintenant la clarification est faite, qu'une partie, la tête LR est partie. Je ne sais pas avec qui elle est partie. Les électeurs, c'est très difficile de le dire. On ne sait pas. On verra lors des résultats des élections législatives, et une autre partie de LR considère qu'effectivement il est temps de rejoindre maintenant la majorité présidentielle. Ils appellent ça un arc républicain, mais en réalité c'est un soutien à la majorité présidentielle. Voilà. Ce qui est intéressant, donc c'est la clarification qu'on attendait depuis des années et des années de la part de LR. Qu'il y manque un élément à cette clarification, c'est sur quel projet. Là on voit des hommes qui vont à gauche, qui vont à droite, qui vont au centre, un peu comme des canards sans tête. La question c'est Monsieur Juvin rejoint Monsieur Attal. Mais pour proposer quoi? Quel projet pour le pays? Sur quoi sont-ils d'accord? Le projet, on connaît pas. C'est un peu la même chose. Encore une fois, on peut critiquer le Front populaire. Ouais. Il y a un accord politique qui est public, qui existe. Moi, je ne sais pas ce que Monsieur Juvin propose aux Français avec Monsieur Attal. Et je pense que les Français ne vont pas en rester à des accords d'appareil. Ouvrez bien vos oreilles, ça n'est pas à la hauteur de l'événement. Je crois que personne ne comprend quelle est la gravité qui étreint les Français aujourd'hui et qui ont besoin que les acteurs politiques soient à la hauteur de l'événement. Le ralliement de Monsieur Juvin à Monsieur Attal est un non-événement si à un moment ou un autre, il n'y a pas un projet qui est clarifié. Quel est le projet du camp présidentiel pour la société? Je n'en sais rien. Si vous permettez, je voudrais dire un petit mot. Je voudrais dire un petit mot. Je voudrais vous dire que je trouve que finalement, ces ralliements, c'est pire que tout. Parce que on revient sur ce qu'on a dit depuis toujours. On a l'impression qu'ils ont tous menti. Les mêmes qui hurlaient comme Marlex que c'était jamais Macron était la bête à abattre devient copain. Et donc moi, j'estimerais les politiques s'ils ne faisaient pas de fausses alliances. Et je pense que ils ont qu'à se présenter avec leurs opinions, en gardant ce qu'ils étaient. Et je pense que ces ralliements, mais qui au monde peut croire à un ralliement? Attends, Sophie, un bémol quand même à ce que tu dis. Regardez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale depuis à peu près 2 ans, depuis la majorité relative et les élections législatives de 2022. La soixantaine de députés, les Républicains, ont voté à peu près les 2 tiers, voire les 3 quarts des textes présentés par la majorité présidentielle. Donc c'est pas une surprise aujourd'hui. En les insultant toute la journée. Mais non, pas en les insultant. En votant aussi des motions de censure. Non, aucune. Oui, des motions de censure. Aucune, les LR. Les LR, ils ont voté aucune motion de censure. Ils n'ont même pas déposé. Sinon, le gouvernement serait tombé. Ils ont menacé, oui, c'est vrai. Sinon, le gouvernement serait tombé. Ils ont menacé. Donc, si vous voulez, c'est l'aboutissement de 2 ans, à mon avis, de collaboration au sens propre du terme. Dans le sens propre
propre du terme, pas au sens dévoyé comme chez le NUPES 2. Là, il y a collaboration effectivement Enfin, moi, honteuse. ça me dégoûte, ces alliances. Et donc, non, mais voilà. c'est la politique, Sophie. Et c'est la politique, et les Français ne veulent plus en entendre parler de ce type de politique. Vous savez, on verra. C'est pas écœurant et c'est pas absolument irréaliste de voir que des gens qui ont voté des textes importants comme la réforme des retraites, comme la loi sur l'immigration, comme la réforme des retraites, Monsieur Juvin, il vient essayer de sauver sa circonscription, c'est ça le sujet. Dès que le lendemain de l'élection, ils seront plus d'accord. Le lendemain de l'élection, ils seront plus d'accord. Ils vont s'engager sur un programme commun. Il y a quelque chose dont on parle pas. Il y a quelque chose dont on parle pas quand même. C'est moi, j'insiste là-dessus à chaque fois, c'est l'abstention en vérité. Ah oui. Ça sera la mère de toutes les batailles le 30 juin et le 7 juillet prochain. Absolument. Pourquoi? Parce qu'on nous dit oui, les Français n'ont pas été beaucoup votés dimanche. Il y a une abstention de 48%. Mais faut quand même vous dire une chose, c'est qu'ils ont été plus votés qu'aux dernières législatives, les Français. C'est vrai. En 2020. Là, dimanche, ils ont été plus votés qu'en 2022. Oui, absolument, oui. Et donc, ça dit quand même quelque chose du pays. Donc, quand on nous dit oui, toutes les enquêtes d'opinion, les sondages ne valent rien, bah si, ça vaut quand même quelque chose, puisque je crois qu'en 2022, l'abstention était de 54%, quelque chose comme ça. Là, dimanche, elle est de 48%. Et la mobilisation a profité au Rassemblement national. Donc, il faut aussi se dire ça, c'est que c'est pas parce que l'abstention baisse que le Rassemblement national baissera. En même temps, Frédéric Dabi disait hier, j'ai entendu sur une autre antenne dire que l'épouvantail du Front National pouvait mobiliser les électeurs de gauche très fortement. Alors, je voudrais dire une chose qui me rassure, c'est que finalement, on est tous en train de parler de tout ça et de faire des élucubrations sur ces alliances, mais on a son député. Je dis son député parce que les Français ont l'habitude de voter pour leur député. Il a été bon ou pas bon. Et donc, il y aura un retour au bon sens peut-être sur le terrain avec un homme qui se présente, qui a des convictions, qui dit voilà ce que je vais faire dans les circonscriptions. Et j'espère que cette proximité du député dans sa circonscription va ramener un peu de réalisme. Ce serait vrai si on n'avait pas supprimé le cumul des mandats. Oui, mais aujourd'hui, le député ne compte pour rien. Enfin, vous avez certainement raison. Rien. Il n'a aucune subvention à octroyer. Il est absent partout. Quand même. Ils sont à l'Assemblée quand même. Et là, vous verrez que c'est un vote très politisé. Très politisé. Vous avez certainement raison, Sophie, à ceci près que il faut du temps pour faire une campagne et aller vers ses électeurs. Et que le président de la République nous impose un défaut de débat électoral et de campagne électorale. Marie-Lise Lebranchu, d'ailleurs, le soir même de la dissolution, disait que constitutionnellement, ancienne garde des Sceaux de gauche, mais ancienne garde des Sceaux quand même, que constitutionnellement, il manquait peut-être une semaine, si on reprenait effectivement les règles en cours. Mais le président de la République nous empêche les députés et les autres candidats d'aller à la rencontre des Français. C'est pas en 3 semaines qu'on va créer ce lien de proximité que vous avez raison ce sont des élections législatives très politisées, comme après une élection présidentielle. C'est un coup de force. En 2017, la plupart des sortants ont été balayés, je vous le rappelle. Oui, mais en 2017, on a eu le temps de faire une campagne. Voilà. Et accessoirement, ça va poser des problèmes pratiques, c'est-à-dire problème de papier. Les imprimeurs n'ont pas de papier pour imprimer. Et Marine Le Pen râlait le soir de l'élection parce on l'a filmée, elle était en train de dire, mais enfin, foutez-moi avec le grammage. Foutez-moi la paix avec le grammage du papier. En 2017, il y a eu un mois de campagne. Là, il y a 3 semaines de campagne, je vois pas tellement la différence. Sauf qu'en 2017, le mois de campagne, il était prévu. Là, la dissolution, elle n'était pas prévue, ni annoncée, ni programmée. Et surtout, quand vous faites une dissolution, c'est aussi parfois pour renouveler le champ politique, pour éviter le blocage. Qu'est-ce qui se passe dans cette élection? C'est la prime au sortant. Qui peut se présenter à part les sortants? Exactement, c'est ce que je dis. Qui est prêt pour se présenter? Mais les femmes et les hommes, y compris politiques, ont des vies privées, des vies professionnelles, avaient peut-être pas prévu de faire 3 semaines de campagne, avaient peut-être pas prévu d'aller voir des candidats scolaires. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si vous pouvez pas être candidat, et donc si l'objectif c'était de dénouer quelque chose, de décoincer quelque chose, de clarifier quelque chose, il fallait laisser le temps aux acteurs de se présenter. Si vous n'êtes pas capable de trouver un imprimeur, de déposer votre candidature, de faire campagne. Mais la dernière fois, en 2017, c'était un mois. Mais c'était prévu. Oui, c'était prévu en amont. Ça avait été distribué après la présidentielle. Oui, mais ça n'a pas été décidé du jour au lendemain. Là, dimanche soir, ils ont appris qu'en 3 semaines, ils devraient imprimer. Enfin, si vous n'êtes pas capable de faire campagne, vous n'êtes pas candidat, c'est tout.
on regardera le nombre de nouveaux députés qui iront dans cette... Vous en aurez beaucoup. Au RN, bien sûr. Au RN, il y en aura beaucoup. Mais regardez, c'est les sortants qui reviennent dans les autres formations politiques. Oui, mais vous avez des circonscriptions qui sont gagnables. Regardez, Jérôme, vous auriez pu vous présenter, vous n'avez pas eu le temps. Mais dans les circonscriptions, par exemple, le Front Populaire, vous avez des circonscriptions, gagnables. Non, mais je pense que c'est le bon sens de dire qu'on peut pas faire tout ça en 3 semaines. C'est dingue. Et puis surtout, je vais vous dire, il y a quand même des sujets de fond posés sur la table. Oui. Le débat politique, il existe. Et c'est ça le plus important. Mais voilà, on ne parle absolument pas de fond. Non, mais j'espère qu'à un moment donné, on va rentrer. Le programme du Front Populaire. Et vous verrez, oui, le Front Populaire. On a compris, mais tous les autres partis. Lisez le programme de la NUPES. J'espère qu'à un moment donné, on va sortir des inscriptions, de savoir qui a quelle circonscription, et qu'on va rentrer sur le fond du débat politique. Et je le répète, à gauche, c'est réglé. Non, mais c'est réglé. Ah bah oui, à gauche, on sait qui se présente. C'est pas tout à fait réglé. Je vois sur Twitter, Glucksmann, ce que je vous disais tout à l'heure, et Bompard étaient en même temps sur 2 radios différentes et ils ont tenu des propos complètement contradictoires. Mais ça vous étonnera pas. Mais ça continue. Où est l'accord? Où est l'accord? Lisez l'accord. Mais ils ne disent pas la même chose. Lisez l'accord. Il y en a un d'accord. Non mais Nicolas, il y a 2 choses. Ça va être très bien qu'il peut voler en éclats en 3 jours cet accord. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, vous dites que c'est les plus préparés, la gauche. Franchement, honnêtement, l'honnêteté nous doit dire que les plus préparés, c'est le Rassemblement National. Ça fait 2 ans qu'ils attendent ça. J'ai pas dit les plus préparés, j'ai dit les plus à la hauteur de l'événement. Quant au Rassemblement National, excusez-moi, ils démontrent leur impréparation totale. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Jordan Bardella est incapable de nous dire s'il abroge ou pas la réforme des retraites. Je suis désolée. Sophie, ça veut juste dire qu'ils sont déjà dans le projet politique. Non, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont. Ils ne savent pas quel est le projet qu'ils portent. Ni avec qui il le porte. Attendez, Mario Maréchal, Éric Zemmour. Voilà. Ils sont déjà dans le projet politique. Le Rassemblement National, depuis 2 ans, ils se comportent normalement à l'Assemblée nationale quand vous avez en face des énergumènes de la. Mais si c'est la vérité, de la France insoumise qui font n'importe quoi tous les mercredis pendant les questions d'actualité. C'est la vérité. C'est les plus préparés. Ils arrivent aujourd'hui. Et il est où le projet du Rassemblement National? On peut en parler du projet, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. On peut en parler. Mais vous le savez très bien. Toutes les lignes, c'est préférence nationale. Moi, je veux le lire. Quand on parle des. Je veux le lire. Vous voulez que je vous réponde? Où est-ce que je le trouve, le programme du Rassemblement National? Pourquoi il n'est pas publié? Je vais vous répondre. Il est publié, les tracts sont publiés depuis hier. Et sur la réforme des retraites, alors, ils abrogent ou pas la réforme des retraites? Je suis d'accord avec vous. Ça intéresse aux auditeurs. Vous abrogez, vous revenez à 60 ans. C'est clair. Sauf que c'est impossible. Mais tout est impossible à vous entendre. Mais écoutez, Philippe de Sertine, allez voir. Il n'y a pas Philippe de Sertine, tout le monde. Mais moi, je vote pas pour Philippe de Sertine, je vote pour un député. C'est un économiste qui il y en a plein d'autres économistes qui ne sont pas d'accord avec lui. 3 000 milliards de dettes, 1 000 milliards de... Mais on ne fait rien non plus. Il faut arrêter la flat tax alors. Il faut rétablir l'IFI. Le programme de la NUPES 2 est une catastrophe économique. Il se trouve que j'ai rencontré Marine Le Pen hier. Avec Jordan Bardella par hasard, dans un restaurant où j'ai été parler avec eux, où ils ont posé des questions. Et c'était très intéressant. C'était très intéressant parce que ils sont effectivement, d'abord, ils n'ont pas sorti leur programme et m'ont-ils dit, ça n'engage que, on n'a pas sorti notre programme parce que on est tellement flingué qu'à la première virgule, on ne peut même pas répondre. Donc, et Marine Le Pen me disait, je sais même pas, là, on va l'envoyer, mais je voudrais pouvoir en discuter avec quelqu'un qui ne me flingue pas et qui tire pas à bout portant. Je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Ouais, faut politique, alors. J'ai dit bon. Et elle m'a dit, le deuxième point, c'est que nous n'avons pas les comptes exacts. On est en train. Attendez. On est en train de travailler. Je vais jusqu'au bout. On est en train de travailler sur énormément de choses. On est revenu un peu en arrière sur les retraites parce qu'on pense qu'on ne pourra pas financer. Alors maintenant, quand ils reviennent, il me dit quand on revient un peu en arrière parce qu'on se rend compte qu'on ne pourra pas le financer, on dit ils disent n'importe quoi et ils se démentent. Je suis désolée, je préfère des gens qui disent là au Séguré on peut pas le faire que des gens qui disent rien. C'est tout et son contraire. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis 3 jours. Vous avez vu ce qui s'est passé. La note de France se dégrade. Les sprays pour emprunter sont pires que tout. Donc la dette augmente. Quand est-ce que la dette a baissé dans ce pays? Il faut quand même. C'était sous François Hollande. La gauche était au pouvoir. Il faut quand même être sérieux. Vous parlez du programme du Front Populaire. Du Front Populaire. Le programme du Front Populaire prévoit un SMIC à 1 600 €. Ce que disait Philippe de Sertine hier, vous pouvez en penser ce que vous voulez. Il expliquait que avec ce programme du Front Populaire et aussi celui du Rassemblement National,
l'Allemagne va nous lâcher. Si l'Allemagne nous lâche, on va se retrouver dans une situation catastrophique. Pardon, mais la dette actuelle, qui l'a créée ? Excusez-moi, c'est la gauche qui est au pouvoir. Mais c'est pas la réponse. Je n'ai pas vu. C'est une partie de la mienne. Mais sauf qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est celle-là. Je n'ai pas vu Marine Le Pen hier dans un restaurant, mais j'ai vu un de ses lieutenants qui vient d'être élu député européen. Vous fréquentez beaucoup le Rassemblement national. Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Est-ce que vous pouvez laisser Est-ce que je peux finir ? Non, c'est un mouvement qui laisse pas parler. Voilà. Non, la NUPES, il laisse pas parler, c'est clair. Mais alors, donc, j'ai vu ce numéro 3 qui était sur la liste de Bardella, qui est l'ancien directeur général de Frontex. Hein. Ouais, bon, on a fait un débat très courtois, d'ailleurs, parce que c'est un haut fonctionnaire, donc il sait ce qu'il dit. Bon, je l'ai interrogé. Non, je l'ai interrogé sur le programme économique du Rassemblement National. C'était à pleurer. Bah oui. Il commence par me dire, ah non, mais pendant 3 ans, on va tout reporter parce qu'on n'aura pas les pleins pouvoirs. On va tout reporter à la présidentielle. Ça commence. Oui. Je l'interroge sur les retraites. C'était quelque chose, une réponse qui n'a ni queue ni tête. Ils ne savent toujours pas s'ils veulent être à 62 ans, à 60 ans, s'ils veulent revenir. 62 pour les carrières longues. Mais ça ne veut rien dire. 62 pour les carrières courtes. 60 ans pour sur l'affaire de l'exonération de tous les jeunes de moins de 30 ans de l'impôt sur le revenu, ils reviennent dessus. Et ce matin sur les médecins, à la retraite, ils reviennent dessus. Ils reviennent tant mieux s'ils reviennent dessus. Toutes ces mesures qui ont été passé sur le gris, paraît-il, d'un certain nombre de hauts fonctionnaires n'ont ni queue ni tête. L'affaire de l'exonération des charges dans les entreprises, si vous augmentez les salaires de 10%, ça n'a ni queue ni tête. C'est pas ça dont ont besoin les chefs d'entreprise. Enfin, soyons sérieux. Donc ce programme est totalement à revoir. Il commence à comprendre que ce qu'ils ont mis sur la table ne marche pas, et donc on va vers une catastrophe, c'est clair. Allez, on se retrouve dans un instant après la page de pub. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Je pourrais vous en dire... Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Clémentine Autain ce matin était chez Jean-Jacques Bourdin. Évidemment, le Hamas a commis des actes terroristes, mais il incarne la résistance du peuple palestinien. Donc, incroyable. Donc rien n'a changé. Rien n'a changé, et de toute façon, on n'entend plus Rima Hassan depuis dimanche soir. C'est vrai. Ils l'ont caché. Mais puisque vous nous intimez... Je ne suis pas de la France insoumise, mais je vais vous répondre quand même. Non, mais vous nous dites, vous n'avez pas lu le programme. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas lu le programme. Alors, dites-nous ce qu'il y a dans le programme. Ah, mais je peux vous le lire, il fait 15 pages. Pitié, pitié. Non, mais dites-nous ce qu'il y a. Il y a plusieurs parties. Là, ça s'ouvre par une partie internationale qui, d'abord, plaide pour le retour du droit international, puis le soutien à l'Ukraine. Il est parti le droit international ? Non, pour le respect du droit international. On respecte pas le droit international en France ? C'est quand même... Pardon, mais que la France... demain, rappelle dans sa diplomatie le respect du droit international. Mais ils l'ont fait sur la CPI, sur toutes ces choses-là, ces derniers jours. Mais c'est le programme, écoutez, ça veut pas dire que c'est... Mais c'est important de rappeler les choses, de rappeler les principes sur lesquels on est d'accord et ceux sur lesquels on n'est pas d'accord. Ensuite, il y a un soutien à l'Ukraine très fort, notamment sur l'armement auprès des Ukrainiens. Il y a effectivement la partie sur l'appel à la paix à Gaza qui dénonce les exactions du gouvernement de Netanyahou et le caractère terroriste du Hamas. Donc on les met au même niveau, bravo. Non, on les met pas au même niveau. On les met pas au même niveau parce que ça n'a rien à voir. Au niveau des terroristes et un gouvernement ça n'a rien à voir. Mais dans les deux cas, c'est l'horreur et c'est inacceptable et condamnable. C'est vraiment la mais vous avez cet argument, c'est le seul qui vous reste. Non, c'est pas le seul. Ne croyez pas que le moment est un peu plus grave que ça et qu'on arrête de Est-ce que je vous ai traité d'antisémite, moi, depuis le début de cette émission? Et je ne me permettrai pas de le faire. Mais vos insinuations sont assez désagréables. Je dois le dire. Mais de quoi vous parlez? Mais je vous le dis. Sur la réponse sur l'aide à l'Ukraine, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est même franchement ce qui peut valoir à Emmanuel Macron des insultes en disant on va pas aider l'Ukraine, c'est pas la guerre. Là aussi de clarification dans notre camp. Mais attendez, nous on a balayé devant notre camp. Je l'ai lu économiquement. On a balayé devant notre camp sur la partie économique et sociale. Il y a notamment le retour à l'imposition
sur les dividendes et les super profits, il y a le retour à la suppression de la flat tax, il y a la suppression de l'UEFI qui est demandée, rien de nouveau. La 6e semaine de congé La payé. 6e semaine de congé payé. Oui, monsieur. Financé par l'impôt. Les 32 heures par financé semaine, par l'impôt sur les entreprises. Qui l'impôt? Nos entreprises. C'est Ça s'appelle la gauche. C'est un problème de gauche. Vous détestez les entreprises. J'attends que la Vous droite les présente détestez. un programme de droite. Vous voulez absolument pas qu'elles gagnent de l'argent. Qui l'a voté? Qui l'a mis en place le crédit impôt recherche? Qui a mis en place le crédit Alors impôt figurez-vous recherche, qu'on n'en madame veut Sophie pas de parce qu'il y a Menton? que les grandes entreprises qui s'en servent et les entreprises étrangères. Les petits y arrivent pas. Alors on le supprime. Alors vous êtes pour sa suppression? Alors, non mais dites-moi. Généralement, on a un contrôle dans l'année qui vient. Est-ce que vous pouvez écouter une nuance? Je sais que c'est difficile pour vous. Non, c'est vous qui avez le problème avec les nuances. Les crédits à taux recherche bénéficient aux très grandes entreprises, y compris à beaucoup d'entreprises étrangères qui viennent pour ça. Vous voyez comme quoi la gauche... Les PME sont obligées de prendre des conseils car elles n'arrivent pas à le faire. Et quand on a un crédit d'impôt recherche, on a un contrôle dans l'année qui vient pour qu'on nous le supprime. Voilà la réalité. Donc il faut supprimer cette mesure de gauche ou pas? Je parle à la représentation du MEDEF que vous êtes. Le crédit impôt recherche? Mais non, c'est pas une mesure de gauche. D'accord. Mais non, c'est pas une mesure de gauche, mais il doit être complètement ce que je veux dire, c'est complètement la caricature. Non mais non, attends, on caricature pas, on essaie de débattre. C'est un programme à minima. C'est un programme dépensier. C'est un programme à minima. Il y a aussi un soutien de 1 000 € par an à tous les étudiants. Bien sûr que la gauche va investir dans les services publics. Construction de logements sociaux, je l'ai le programme. Il y a trop de logements sociaux en France. Mais avec quel argent, enfin? Mais quel argent? C'est le mien. Pardon, c'est un programme de gauche avec une forme de solidarité nationale qui va aller ponctionner les plus riches de nos concitoyens. Ponctionner, vous avez bien pris ponctionner. Oui, c'est ponctionner, ça s'appelle les impôts, madame de Menton. C'est notre contribution citoyenne à la vie collective. Je peux répondre à Nicolas. Il n'y a rien d'étonnant. Que vous soyez contre, c'est normal de votre part. Mais c'est 90, ça a duré 2 ans. Vous voulez ruiner les boîtes. En même temps. Stop. Je suis pas contre, j'essaie juste de comprendre, en fait, les 32 heures par semaine, la 6e semaine de congé payé. C'est socialiste, ça? Le SMIC à 1 600 €, peut-être le SMIC à 1 600 €. Benoît Hamon à l'époque déjà le proposait. Socialiste, la 32. Pardon, vous avez suivi les dernières élections présidentielles du Parti socialiste. Oui, Anne Hidalgo. Oui, Anne Hidalgo, Benoît Hamon. Vous n'avez pas oublié Benoît Hamon. Non, mais je viens de dire Benoît Hamon sur le SMIC. Les 32 heures. Les 32 heures, c'était jamais dans le programme du Parti socialiste. Vous pouvez pas dire ça. 32 heures, c'était jamais dans le programme du Parti socialiste. Les 1 600 € net, peut-être, sans doute. D'ailleurs, c'est un revenu universel. La suppression de la réforme des retraites, c'est dans le programme du Parti socialiste. Et la 6e semaine de congé payé, c'est dans le programme du Parti socialiste. Et la 6e semaine, c'est dans le programme du Front Populaire. Je vous ai emmené sur un sujet. C'est un accord en fait général. Très inquiétant tout ce programme économique. C'est beaucoup plus inquiétant que l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Je suis d'accord avec vous. Les deux sont inquiétants. Vous êtes à égalité. Vous êtes aussi inquiétant l'un que l'autre. Il faut vous prioriser. Vous êtes aussi inquiétant l'un que l'autre. Parlons du programme du Rassemblement national également. Qui est aussi fou économiquement parlant. Mais il n'y en a pas. Il semblerait que le Rassemblement national soit à la recherche d'un candidat, d'un candidat qui puisse aller à Bercy et qui soit crédible. Et surtout avec un programme tel qu'il est annoncé par personne ne va vouloir aller défendre leur programme. Enfin, je vous ai démontré tout à l'heure que soit c'était retiré, soit ça ne pouvait pas être fait. Même la TVA sur les produits énergétiques, il faut l'accord de l'Europe, on le sait très bien. Ils n'auront jamais l'accord de l'Europe. C'est pareil. Bien sûr. Quand les Français, parce que le programme est sous embargo, et je vois un auditeur qui m'envoie, pour ça vous avez vos entrées. Mais pour financer son programme, le Front populaire prévoit de réinstaurer l'ISF avec un seuil d'imposition correspondant à un patrimoine net taxable de 22 600 €, incluant la résidence principale. C'est des fake news. Oui, pardon, 22 600 € incluant la résidence principale. C'est une blague. Voilà. Mais même si c'était pas une fake news, le rendement de l'impôt sur les grandes fortunes de l'ISF, c'est à peu près 2 milliards. Vous allez financer quoi avec 2 milliards? Non, mais répondez. Non, mais ça a été répondez précisément. Vous n'êtes pas procureur, je suis pas regardé. Je pose une question. Je pose une question. Non, mais juste sur les programmes en tant que tel, l'un ou l'autre, de toute façon, c'est la gabegie financière. Il faut être honnête. Quand vous regardez, c'est là où vous êtes dangereux. C'est catastrophique. Et c'est là où on je ne parle pas de dire que je suis dangereux, j'essaie d'être objectif. Je parle à monsieur Dubu. Moi, c'est pas blonnet-blanc et blanc-bonnet, le Front populaire et le Rassemblement national. Vous êtes dangereux. Parce que vous allez faire la courte échelle au Rassemblement national. Je ne fais pas la courte échelle au Rassemblement
ça, j'essaie de comprendre les programmes de l'élire. On a le droit de pas être d'accord, c'est une gabegie financière, le programme, on vient d'en parler, du Front Populaire. Et de l'autre côté, c'est exactement pareil. C'est une gabegie financière, le programme du Rassemblement National. J'ai même allé plus loin pour le Rassemblement National, c'est du populisme. On veut donner aux Français ce qu'ils veulent entendre. On baisse les impôts, on baisse la TVA sur l'énergie et sur d'autres choses. On exonère les moins de 30 ans. D'ailleurs, c'est un message, mais quand vous êtes de droite, dire qu'il faut exonérer les impôts des moins de 30 ans, c'est un symbole et un message complètement antithétique avec ce que vous êtes. Ils disent qu'ils le feront dans 3 ans. Non, mais vous savez ce qui s'est passé en Italie? Regardez Mélanie. Elle avait promis la maîtrise de l'immigration. Elle n'y est pas arrivée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé le RSA. Et moi, je parle aux électeurs qui votent Rassemblement National et qui sont dans les classes populaires. Voilà ce qui va vous arriver en France. L'immigration ne sera pas plus contrôlée par le Rassemblement National que par Monsieur Macron. Le pays sera en faillite et il faudra supprimer des aides sociales fondamentales. Je voudrais signaler juste à une auditrice que les riches ne sont pas taxés à 2%. Il y a des tranches d'imposition et c'est 45% voire 50% pour la dernière tranche. Mais c'est un taux marginal. L'impôt est progressif. Mais vous parlez de Giorgia Meloni, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle est obligée de donner 450 000 titres de séjour en Italie parce qu'il y a des métiers en tension. Mais vous savez, je vais vous dire, pourquoi on en est là? C'est parce que la réforme, vraiment, le point de départ de ce qui se passe dans notre pays, c'est la réforme immigration, où LFI, la NUPES, généralement, et le RN se sont mis d'accord pour ne pas en discuter. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Que ça soit le Rassemblement National ou les gens du Front Populaire, ça sera pareil. On sera obligé pour des métiers. Mais si ça sera pareil. Mais il a raison. On est obligé. Le Rassemblement National le fera aussi. Mais absolument. Merci. Toutes nos boîtes ont besoin d'émigrer. Tous les 4, merci. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.